Vous savez, le réseau FADOC rassemble et représente des bâtisseurs du Québec moderne dans le but de conserver et d'améliorer leur qualité de vie, votre qualité de vie. Le réseau FADOC veut assurer un vieillissement actif et de qualité, et les élections fédérales, évidemment, constituent un point tournant pour cet objectif à atteindre. Alors, sans plus tarder, j'inviterai la présidente du réseau FADOC, Gisèle Cassé-Goodman, l'hôte de la soirée, à venir me rejoindre sur scène pour prendre parole. Alors, la voici. Bonsoir. Elle me joue des tours, vous savez. Elle s'est servie de mon dossier pour vous montrer, c'est vrai qu'elle est membre FADOC. C'est un réel bonheur de vous trouver ici en si nombreux, autant de personnes présentes ce soir. Alors bonsoir, il me fait plaisir de vous accueillir à ce débat électoral, notre débat. Fort des 535 000 membres qu'il représente, le réseau FADOC a pris l'engagement, il y a bientôt 50 ans, de défendre et de faire la promotion des droits collectifs des aînés québécois. Un engagement qui s'est transposé par la création de nombreux programmes, services et activités pour les personnes de 50 ans et plus. Le vieillissement de la population québécoise est plus marqué que nulle part ailleurs en Occident. Et les effets de ce vieillissement se font sentir sur plusieurs fronts. Au niveau des soins de santé, dont la demande croissante affecte l'accessibilité. Au niveau de la précarité financière des aînés, dont plusieurs peinent à couvrir leurs besoins fondamentaux. Au niveau du manque d'incitatifs fiscaux pour encourager les travailleurs d'expérience à participer plus longtemps au marché de l'emploi. Au niveau de l'agisme en entreprise, qui a une incidence directe sur l'actuelle pénurie de main-d'œuvre. Au niveau des proches aidants, qui deviendront de plus en plus nombreux au cours des prochaines années et qui ont de la difficulté à conjuguer leurs responsabilités professionnelles et familiales. Ces inquiétudes vécues par les aînés, le réseau FADOC les partage également. C'est pourquoi celle-ci se décline dans les 4 volets de la brochure électorale de notre organisation que vous avez entre les mains. L'élection fédérale qui aura lieu le 21 octobre prochain représente une occasion idéale de s'assurer que les intérêts des aînés, nos intérêts, se retrouvent au cœur des priorités du prochain gouvernement. Des gestes concrets doivent être posés, et cela rapidement. Ça commence par l'élaboration d'une politique nationale du vieillissement. Le temps est venu d'encadrer les actions du gouvernement en matière de vieillissement. Il faut intégrer tous les ministères afin de freiner le travail en silo. Nous avons besoin d'une vision globale du mode réaction. Il faut maintenant se mettre en mode action. Et pour conclure, à ceux et celles qui veulent gouverner notre pays, nous réclamons de faire preuve de leadership et de créativité dans leurs engagements pour faire face aux défis du vieillissement de la population. Nous sommes à la croisée des chemins. Il en va des principes pour lesquels nous nous sommes tous battus et qui font notre fierté. Bonne soirée à tous et bon débat. Madame Cassé-Goodman. Alors, je vous explique maintenant le déroulement de ce débat. Nous avons proposé aux 5 principaux partis siégeants à la Chambre des communes de répondre à 4 questions liées au volet de la plateforme électorale du réseau FADOC, c'est-à-dire le revenu des aînés, la santé,
la proche aidance et les travailleurs d'expérience. Chaque candidat ou candidate, chaque candidat et la candidate aura 2 minutes pour répondre à chacune des questions. Il n'y aura pas de droit de réplique, donc pas d'échange direct entre les candidats. Le débat se terminera avec 4 questions de vous, le public, que vous avez écrites avant d'entrer dans la salle. Sachez que le débat est filmé et que vous pourrez le visionner dès demain sur le site du réseau FADOC. Donc, c'est la fadoc.ca, sur la chaîne YouTube du réseau. Et nous sommes aussi en Facebook Live sur la page Réseau FADOC. Donc, plusieurs moyens d'assister à ce débat. Alors maintenant, je vous présente les débatteurs de la soirée. Veuillez noter que nous avons tiré au sort l'ordre de leur arrivée sur scène ainsi que l'ordre pour répondre aux questions. Alors, vous êtes prêts à les recevoir? J'invite d'abord M. Pierre Carrier, candidat du Parti vert du Canada dans la circonscription de Belleuil-Chambly. M. Carrier a été fonctionnaire du secrétariat d'État à Ottawa. Bienvenue, M. Carrier. Madame Claude de Bellefeuille, candidate du Bloc québécois dans la circonscription de Salaberry-sur-Roi. Madame de Bellefeuille a été députée de Beauharnois-Salaberry de 2006 à 2011. Monsieur Alexandre Boulris, chef adjoint du NPD, député de Rosemont, la Petite-Patrie. Il est également porte-parole du NPD en matière d'environnement. Monsieur Robert Coutu, candidat du Parti conservateur dans la circonscription de la Pointe-de-l'Île. Monsieur Coutu est le maire de la ville de Montréal-Est depuis 2009. Monsieur Régent Tremblay, candidat pour le Parti libéral du Canada dans la circonscription... Qu'est-ce que j'ai dit? Ah, excusez-moi, mon Dieu. Attends, je vais recommencer correctement, Régent Hébert. Monsieur Régent Hébert, candidat pour le Parti libéral du Canada dans la circonscription de Longueuil-Saint-Hubert. Monsieur Hébert a été ministre de la Santé du Québec de 2012 à 2014. Bienvenue. Commençons par la première question. Je sais pourquoi, parce que j'ai pas mes lunettes là. On va avoir... Alors, commençons par la première question qui porte sur les revenus. Le réseau FADOC est préoccupé par la situation de précarité financière que vivent de nombreux aînés. Actuellement, un bénéficiaire de la sécurité de la vieillesse et du supplément du revenu garanti a un revenu annuel de 18 000 $, ce qui est le cas de plus de 30% des personnes de 65 ans et plus. Cette somme n'est pas suffisante pour assurer la couverture de leurs besoins fondamentaux. Les aînés du Québec font face à des dépenses grandissantes alors que leurs revenus stagnent ou évoluent timidement. L'achat de médicaments, le coût en résidence privée pour aînés, la hausse du coût de la vie témoignent de cette difficile réalité. Alors, la question numéro 1, qu'est-ce que votre parti propose pour les aînés du Québec afin de les aider à joindre les deux bouts et les aider à avoir une qualité de vie adéquate? Alors, la première question, le premier à répondre à cette question est M. Pierre Carrier. Bonsoir tout le monde. Merci à la FADOC de nous recevoir. Merci à la FADOC aussi pour tous les services qu'elle nous rend, parce que je suis membre de la FADOC moi-même, pour sa représentation et leadership à l'international, pour ce qu'elle nous aide à sauver aussi avec les assurances et pour toutes les questions de formation. Un petit correctif sur ma biographie. J'ai été fonctionnaire à Ottawa pendant une année. Ça a été dans l'Huffington Post, c'est la même chose qu'il disait. Moi, je suis devenu producteur agricole. Ensuite, j'ai été producteur agricole une trentaine d'années. Et ensuite, j'ai traversé la clôture pour m'en aller dans la transformation comme traiteur. Et pour ceux qui sont de Montréal, vous devez connaître le traiteur Agus Dii, c'est moi. En fait, c'est 150 employés, beau transfert à mon fils et tout le monde. Je suis très fier de ça. Donc, je remercie la FADOC encore une fois. Cela étant dit, je vais avoir de la misère ce soir. Je ne veux pas embarquer dans une guerre de chiffres puis qu'un parti vous dit « je vous donne 50 », puis l'autre qui dit 55, puis de 60. Moi, je pense qu'il y a une question de philosophie. Moi, comme traiteur, j'avais 39 ans une fois, puis il y a un monsieur qui est rentré chez nous au livret de gilet, puis il m'a dit « Comment ça va, mon oncle? »
Je l'ai mis à la porte le lendemain, j'ai changé de producteur. J'ai horreur d'aller dans un hôpital et j'entends dire ma petite madame, mon petit monsieur, etc., toutes les questions d'âgisme. Je pense qu'il y a une question de respect. Il faut arrêter de mépriser les personnes âgées. Je suis très sincère dans ce que je vous dis. Il faut arrêter de les mépriser. Il faut reconnaître ce qu'ils ont apporté. Il faut surtout reconnaître ce qu'ils peuvent apporter à l'avenir. Je pense que les personnes âgées sont la mémoire de notre peuple. Je pense que les personnes âgées apportent beaucoup de choses à notre société, comme proches aidants, par exemple, comme bénévoles, comme gardiens, éducateurs, etc. Je pense qu'il faut arrêter de considérer les personnes âgées dans la colonne des dépenses au gouvernement. Je pense qu'il faut commencer à les regarder comme dans la colonne des revenus. Et ça, c'est la philosophie du Parti vert et la mienne que je vis tous les jours. Merci beaucoup. Merci beaucoup, M. Ferrand. Alors maintenant, je cède la parole à Claude de Bellefeuille. Alors, bonsoir tout le monde. Ça me fait bien plaisir d'être avec vous ce soir. Alors, c'est vrai que j'ai été députée du Bloc, mais je suis surtout travailleuse sociale dans un CLSC, dans une équipe de soutien à domicile. Donc, je connais bien la réalité des aînés actuellement. Je vous dirais que pour le Bloc québécois, on va se mettre d'accord. Notre chef Yves-François Blanchet a rencontré, dans le fond, vos dirigeants et on endosse presque toutes à 100% vos revendications, vos demandes qui sont purement justifiées, pleinement justifiées. On est bien d'accord de garder l'âge de la retraite à 65 ans. Aussi d'accord d'augmenter le supplément de revenu garanti de 50 $ par mois. Là, on propose aussi de faire une réforme, je vous dirais, du régime de pension de la vieillesse pour arriver d'ici 2-3 ans à ce que dans votre poche, les aînés puissent avoir 1 300 $ de plus par année. Ça, c'est au niveau des chiffres. Mais ce qui me touche beaucoup, je vous dirais, au niveau de vos revenus, c'est l'injustice qui perdure, c'est-à-dire qu'il y a des aînés au Québec qui ne savent pas qu'ils ont droit au supplément de revenu garanti. Et vous vous en souvenez qu'au Bloc québécois, on a fait une chaude lutte pour réussir à rendre automatique le supplément de revenu garanti à 65 ans. Mais malheureusement, si votre situation change et que économique à 70 ans, il n'y a personne qui va vous faire signe, il n'y a aucun fonctionnaire qui va vous faire signe pour vous dire que votre supplément de revenu garanti, vous pouvez l'avoir. Donc, il faut la faire à la demande. Et ça, en notre sens, pour nous, c'est complètement encore ridicule à l'ère informatique où on est, que des aînés qui ont besoin de ce revenu-là doivent encore le demander. On va aussi s'attaquer, puis j'aurai la chance de vous en parler peut-être en plus en détail, de s'attaquer aussi à protéger les caisses de retraite. Parce que vous savez, on travaille fort, on économise, mais il y a des compagnies qui sont voyous et qui gaspillent l'argent des retraités. Et l'argent des retraités n'est pas protégé, ce qui fait que quand vous voulez retirer votre pension, le fonds est vide. Actuellement, plusieurs aînés sont aux prises avec cette situation-là. Merci, Mme de Bellefeuille. Merci beaucoup. Maintenant, c'est au tour d'Alexandre Bourris. Merci beaucoup, Marie-Claude. Bonsoir tout le monde. Ça me fait vraiment très plaisir d'être avec vous ce soir. Je me sens un peu choyé parce que vous êtes des citoyens et des citoyennes engagés qui travaillent pour bâtir un monde meilleur, pour défendre des droits. Moi, je viens du milieu syndical, du plus grand syndicat canadien, puis d'un syndicat de la FTQ également. Donc, vous faites un petit peu office de modèle. Dans quelques années, c'est probablement moi qui va se retrouver dans cette salle-là avec une petite épinglette de FADOC pour continuer à défendre les droits et améliorer la condition des gens. Au NPD, on est un parti de gauche, un parti progressiste. Ce qu'on veut, c'est une société plus juste, plus égalitaire, qui prend soin de tout un chacun, où personne n'est laissé pour compte. Et on permet à tout le monde d'avoir des vraies chances dans la vie, mais également ce que j'appellerais de vivre dans la dignité. De vivre dans la dignité, peu importe quel âge vous avez. Il y a encore trop de gens dans notre société, trop de personnes aînées qui vivent dans des situations de pauvreté et d'isolement. Et ça, c'est quelque chose sur lequel, oui, il faut avoir une stratégie nationale pour les personnes aînées au pays. Au NPD, ça fait partie de notre plateforme, puis on met ça de l'avant. Vous savez, les situations de pauvreté chez les aînés, ça englobe un paquet de choses. On pourrait parler de logement, ça serait vraiment très approprié. On pourrait parler d'assurance maladie, d'assurance médicaments aussi.
Je peux vous dire qu'au NPD, on a fait la bataille et puis, oui, comme d'autres partis également, pour maintenir l'âge de la retraite à 65 ans, ce serait une fausse solution de bouger ça. On est aussi d'accord sur l'inscription automatique pour les suppléments de revenus garantis. On est également en faveur de la prolongation des prestations de sécurité de vieillesse s'il y a un conjoint qui décède pour une période de 3 mois. Et on veut aussi avoir une période de grâce pour maintenir le supplément de revenus garanti s'il y a eu des retards dans la dernière déclaration de revenus. Ça, c'est des choses qui peuvent se faire, qui sont faciles à faire, qui peuvent aider les gens. Sur l'augmentation du supplément de revenus garanti, on est d'accord, mais ce qu'on veut, c'est avoir une consultation puis une étude globale de l'ensemble du système de sécurité de la vieillesse au pays pour le rendre plus robuste, plus généreux, pour qu'ils prennent soin des gens véritablement, pour permettre aux aînés aussi de rester plus longtemps sur le marché du travail. Il y a déjà des pas dans la bonne direction qui ont été faits. Merci Alexandre Boulris. Merci. Alors, maintenant, M. Robert Coutu, c'est à vous. Mon collègue Alexandre, que je viens de rencontrer, là, il est un petit peu plus jeune. Là, donc, moi, je l'ai eu, ma pine, à 50 ans. C'est quand tu le réalises, il a 5 ans. Ça vous donne une idée de mon âge. En même temps, on s'implique dans la communauté. Vous comprendrez que je suis dans le monde municipal depuis 14 ans, 10 ans à la mairie, maire de Montréal. C'est ma première expérience au niveau fédéral, à la fois palpitante et intéressante. Donc, j'apprécie l'invitation à la FADOC. C'est très apprécié. Au Parti conservateur, on a des principes de base, c'est plus dans vos poches. On prend tous les moyens. On va en parler plus en détail dans le courant de la soirée. On parle de baisse d'impôts, qu'on parle de qualité de vie et autres. Ce qui est important de se rappeler, c'est que c'est pas normal qu'un aîné qui travaille 40 heures encore, il atteigne encore le seuil de la pauvreté ou tout près. Il faut prendre tous les moyens pour en laisser plus dans vos poches, s'assurer qu'il y ait un environnement favorable, à la fois pour les employeurs et l'employé, pour justement augmenter les crédits d'impôt et augmenter les prestations pour que vous en ayez plus dans vos poches. On est conscient de la responsabilité du gouvernement pour améliorer votre quotidien. Exemple, la prestation universelle pour la garde d'enfants pour soutenir les familles et donner un coup de main. Prestation fiscale pour le revenu de travail qui est applicable. En bout de ligne, la meilleure solution pour combattre la pauvreté demeure de créer des emplois de qualité pour ceux qui sont aptes à travailler, ceux qui ne sont pas aptes, il faut les aider davantage. À ce niveau-là, il ne faut pas oublier non plus, je n'étais pas là à l'époque, mais juste un rappel que le gouvernement conservateur précédent a instauré la plus importante augmentation du supplément de revenus garanti pour les aînés à faible revenu en 25 ans. Donc, un gouvernement sur un doucheux offrira également des primes aux retraités qui veulent retourner au travail au niveau des incitatifs. Ça a fait partie de la tournée à l'écoute des Québécois au niveau des 7 engagements du chef et puis pour assurer une meilleure qualité de vie. Merci. Merci beaucoup. Alors, je vais me reprendre avec succès. Monsieur Régent Hébert. Non, c'est pas vrai, je blague. Monsieur Régent Hébert. Merci beaucoup, Marie-Claude. Bonsoir, mesdames, messieurs. Je suis très, très heureux d'être avec vous. Vous savez que dans ma présentation, on a parlé que j'ai été ministre de la Santé, mais j'ai aussi été ministre responsable des aînés. Et ce fut une aventure de 18 mois, courte, trop courte, mais qui a été extrêmement intéressante. J'ai consacré ma carrière de médecin, de formateur et de chercheur à la qualité de vie des aînés et à la qualité des services. Et c'est ça qui m'avait fait sortir de ma carrière en 2012 lorsque Mme Marois m'a demandé de me joindre à son équipe. Et c'est ce qui me fait sortir encore une fois de cette carrière-là pour aller porter les enjeux des aînés au niveau du gouvernement fédéral. Je rappellerai à mon collègue de droite que c'était le gouvernement de Stephen Harper qui avait modifié l'âge de la retraite de 65 à 67 ans. M. Trudeau a ramené cet âge-là à 65 ans. Il a aussi augmenté le supplément de revenu garanti de près de 1 000 $. C'est 900 000 aînés qui ont bénéficié de cette augmentation du supplément de revenu garanti qui a fait sortir 50 000 aînés de la pauvreté. C'est aussi ce gouvernement qui a mis en place une stratégie nationale du logement pour bâtir de nouveaux logements à loyer modique et rénover surtout le parc de logements qui a besoin parfois de beaucoup d'amour. Nous nous sommes engagés à augmenter de 10 % la pension de vieillesse des personnes âgées de plus de 75 ans. Et ça, c'est pas rien, c'est une promesse formelle. Et à augmenter de 25 % la rente du conjoint survivant.
lorsqu'on se retrouve seul, il ne faut pas qu'il y ait d'enjeux financiers, et c'est pour ça que nous nous engageons à augmenter de 25 % en collaboration avec la Régie des rentes du Québec, bien sûr, cette rente du conjoint survivant. Alors, ce sont toutes des raisons pour lesquelles je me suis joint à l'équipe Trudeau et je suis fier de faire partie maintenant de cette équipe-là et de travailler pour vous. Merci beaucoup, M. Hébert. Alors, ça va bien pour la première? Tout le monde est bien? Vous entendez bien? Bravo. Parfait. Bravo. Alors, passons maintenant à la deuxième question qui concerne la santé. Selon les données du Conference Board du Canada, les dépenses totales des provinces en santé totalisent 167 gillions en 2017-2018. Ça, c'est beaucoup, beaucoup de sous. Alors que les transferts fédéraux s'établissaient à 37 gillions pour la même période. Le réseau FADOC estime donc qu'il faut agir avec empressement pour aider les provinces à assumer les coûts toujours grandissants du système de santé. Voici donc la question. Qu'est-ce que votre parti propose afin d'améliorer les services en santé, notamment pour les aînés qui n'ont pas accès aux services auxquels ils ont droit? Alors, Madame Claude de Bellefeuille, c'est à vous de commencer ce segment. Alors, ça me fait bien plaisir de commencer ce segment. Je travaille vraiment à tous les jours auprès de vous, des aînés, dans mon CLSC, pour me rendre compte jusqu'à quel point qu'on a besoin, je vous dirais, d'argent pour être capable de vous offrir les services que vous avez besoin. Alors, au Bloc québécois, ça fait déjà plusieurs fois, et je le dis chaque lundi à la tribune de Radio-Canada, il y a un problème avec les transferts. OK? Au fédéral, avant, c'était 6 % qui transféraient aux provinces pour que les provinces puissent donner des services directs aux aînés et administrer. Avec les conservateurs, ont changé la méthode de calcul et ils transfèrent maintenant seulement 3 %. Donc, il y a une coupe. Maintenant, M. Trudeau a fait des belles promesses, mais depuis qu'il a été élu, n'a pas ramené son transfert à 6 % il l'a maintenu à 3 %. Ce qui fait, dans les faits, là, c'est que les provinces, comme le Québec, n'ont pas les moyens, ne reçoivent pas l'argent qui leur est dû pour offrir des services de soutien à domicile aux proches aidants, qui sont, dans le fond, qui répondent à nos besoins au Québec. Je le sais, vous faites des demandes dans vos CLSC, et puis on vous dit que vous êtes sur une liste d'attente. C'est pas parce que ça fait plaisir aux gestionnaires ou aux travailleurs sociaux de vous faire attendre, c'est que l'argent n'est pas au rendez-vous. Et c'est pas normal. C'est pas normal qu'au fédéral, 25 % de vos impôts et de vos taxes vont au fédéral. Et le fédéral ne gère aucun hôpital. Aucun CLSC ne donne aucun service. Son travail, c'est de redistribuer ce qui récolte la richesse. Et il ne donne pas assez. Et à la fois, les conservateurs et M. Trudeau n'ont pas rétabli le haut niveau de financement qui était auparavant. Alors, c'est sûr qu'avec ça, vous auriez plus de services. Au Bloc québécois, on propose aussi de meilleurs supports aux aidants naturels, aux proches aidants. Si vous vous occupez de votre proche aidant, de votre personne, de votre proche, bien, on va vous soutenir en disant il faut que vous ayez accès à des crédits d'impôt remboursables pour, si vous voulez habiter avec votre proche, ou si vous voulez bâtir une petite maison jumelée à la vôtre avec un crédit d'impôt remboursable. Merci beaucoup, Claude de Bellefeuille. Alors, maintenant, on va entendre Alexandre Boulris. Oui, merci beaucoup, Marie-Claude. C'est une question qui est vraiment qui est vitale au sens premier du terme, évidemment. Oui, c'est vrai. La pression a été accentuée par les différents gouvernements fédéraux récemment dans les transferts aux provinces en santé. Claude le disait, passer de 6 % par année à 3 % par année, ça met de la pression sur l'ensemble de nos hôpitaux qui, oui, sont gérés par, évidemment, le gouvernement du Québec. Nous, au NPD, on veut ramener ça à 6 %. Pourquoi? Parce que les hausses des coûts du système de santé, c'est beaucoup les nouvelles technologies, mais également le coût des médicaments. Souvent, on fait porter ça beaucoup sur le vieillissement de la population, pas tant que ça, en fait. C'est vraiment ces deux facteurs-là qui sont les plus importants. Et nous, on veut justement avoir une assurance médicaments publique universelle. On a un système hybride au Québec qui n'est pas parfait, mais c'est quand même mieux que ce qu'il y a dans les autres provinces. Mais une assurance médicaments publique universelle réduirait cette charge-là, puis la pression du coût des médicaments sur l'ensemble du système public. On est le seul pays au monde avec une assurance maladie publique qui n'a pas d'assurance médicaments publique pour aller ensemble. C'est complètement incohérent. Ce qu'on veut également pour les gens, c'est qu'on veut améliorer la couverture de l'assurance maladie actuelle. On est dans une situation qui est un petit peu bizarre. T'sais, votre cœur est assuré, mais pas vos dents. Votre bras est assuré, mais pas vos oreilles.
ou vos yeux. C'est comme si on avait coupé le corps en rondelles, là, puis il y avait des bouts assurables puis des bouts pas assurables. Nous autres, au NPD, c'est pas compliqué. On veut une assurance maladie de la tête aux pieds, puis on pense que ça va aider grandement plusieurs années, mais également l'ensemble des familles du Québec. Merci. Merci beaucoup. Maintenant, c'est au tour de Robert Coutu. Merci à vous. Je pense qu'on devrait avoir notre juste part, même si le gouvernement libéral a pris 3 ans pour nommer un ministre responsable des aînés. Là-dessus, je pense qu'il faut en faire une priorité dès maintenant. Il faut garantir sur la santé, les programmes sociaux, à soutenir et augmenter les transferts canadiens en matière de santé. On parle du 3 %. S'il faut aller jusqu'à 6 % on va se battre pour le 6 % Alexandre. Moi, je suis bien prêt à ça pour nos aînés, la population. Puis il faudrait se dire aussi pourquoi et comment le faire. Quand j'entends les parties du corps servies, mal desservies, là, ça devrait être un brouhaha. Ça ne devrait pas ce que le gouvernement devrait offrir à la population. Il y a 2 transferts qui ont apporté 55 milliards de dollars aux provinces et territoires en 2019 et 2020. Il faut se le rappeler. Les gens ont besoin, même les Canadiens ont besoin d'un financement stable et prévisible de la santé et des programmes sociaux. Il faut assurer que ces programmes, question de principe, soient là quand les gens en ont vraiment besoin. Un financement fédéral stable est important pour le système de santé dans chacune des provinces. Il faut mettre en lumière un bilan positif pour les Canadiens, améliorer leur quotidien. Et puis, oui, il faut le maintenir, mais s'il faut avoir une version améliorée plus, je vous dirais avec la FADOC, le gouvernement fédéral, comme la directrice générale l'a mentionné tantôt, il faut travailler ensemble, même avec les provinces, pour qu'on ait notre juste part, pour que nos aînés, nos citoyens, nos jeunes, nos familles soient heureux dans le traitement au niveau de la santé. Un peuple en santé, c'est un peuple heureux, tant qu'à moi. Merci. Merci beaucoup. Alors maintenant, c'est au tour de Régent Hébert. La devise du Québec, c'est « Je me souviens ». Bien, moi, je me souviens que c'est le gouvernement Harper, encore une fois, qui a plafonné à 3 %, qui n'a pas tenu compte du vieillissement de la population lorsqu'il a négocié. Il n'a pas négocié, il a imposé les transferts fédéraux en santé il y a une dizaine d'années. Et je pense que c'est le gouvernement de M. Trudeau qui a investi 11 milliards, c'est pas rien, 11 milliards pour les soins à domicile. Il s'est assis avec les provinces et il a négocié avec les provinces cette entente qui transfère 11 millions pour les soins à domicile. Mais pour les soins à 11 milliards, excusez-moi, pour les soins à domicile, il y a un enjeu encore plus important. La loi canadienne sur la santé, qui est la loi qui encadre les systèmes de santé au Canada, a été faite il y a 50 ans pour une population jeune. Hein? On n'avait pas prévu à ce moment-là une population vieillissante avec des maladies chroniques, ce qui fait que ce qu'on a assuré, c'est les soins hospitaliers puis les soins médicaux. Alors là, on a un ogre qui bouffe toutes les dépenses de santé au détriment des soins à domicile, et c'est la raison de toute ma carrière de promouvoir les soins à domicile. Le premier article que j'ai écrit en 82, c'était sur l'insuffisance des soins à domicile. Alors, j'ai de la suite des idées. Il faut absolument faire en sorte que les soins à domicile soient priorisés. Et lorsque j'étais au gouvernement québécois, nous voulions mettre en place l'assurance autonomie, qui était justement une façon de pouvoir prioriser les soins à domicile, de donner l'argent pour qu'elle aille à domicile. Et c'est la même chose que M. Trudeau m'invite à venir faire au niveau fédéral, de pouvoir élargir la loi canadienne sur la santé pour inclure ce qui est en dehors des hôpitaux et ce qui est en dehors des médecins, c'est-à-dire les soins à domicile, la santé mentale, l'accès à la première ligne. Et c'est un projet qui est extrêmement intéressant, porteur. Il y a une quinzaine de pays, notamment le Japon, à travers le monde, qui ont mis en place ce genre de financement pour les soins à domicile avec beaucoup de succès. Et je pense que le Canada est rendu là, et je pense que le gouvernement de M. Trudeau pourra mettre en place ce système de financement des soins à domicile dont nous avons et nous aurons tous besoin. Merci beaucoup, M. Hébert. C'est maintenant à Pierre Carrier. Tantôt, j'ai été obligé d'oublier des choses, parce qu'on était un peu pressé par le temps, mais je suis d'accord avec le maintien de la retraite à 65 ans. Je suis d'accord avec ceux qui veulent continuer à travailler. En fait, il faut les encourager à travailler avec des mesures fiscales, des lois d'accommodement, une bonification de la pension, etc. Protection des régimes de pension aussi, dans le cas des faillites des compagnies voyous, comme quelqu'un les a appelés. Le supplément de revenu garanti. Maintenant, en santé, le Parti vert est pour l'augmentation des transferts. Comme je vous dis, on essaie de vous présenter les grandes lignes parce que c'est tellement rapide. Crédit d'impôt pour les frais médicaux et remboursables. Mettre beaucoup plus de budget sur la prévention que sur le curatif. Des plans de logements sociaux
pour tout le monde, incluant les personnes aînées. Les soins à domicile, les organiser un peu mieux. Un autre problème dont personne ne va vous parler, c'est la traçabilité. Nous autres, on est pour qu'on commence à organiser la traçabilité dans les aliments, dans les médicaments génériques, par exemple. Je ne sais pas si vous êtes au courant que la plupart des médicaments génériques sont faits en Inde et qu'on donne une marge de manœuvre aux compagnies là-bas de plus 20 ou moins 20 au niveau de la molécule. Puis au niveau des adjuvants aussi, aluminium, un peu d'arsenic, des trucs comme ça. Fait que ça serait des choses que vous pourriez commencer à discuter avec nous autres au Parti vert. Maintenant, il y a une chose qu'on ne doit pas occulter maintenant, et c'est une directrice de la santé de la Ville de Montréal qui a dit la plus grave menace sur notre régime de santé, c'est les problèmes liés à l'environnement. Nous sommes un pays qui, grâce aux conservateurs et aux libéraux, croît en GES 2 fois plus vite que le reste du monde. Nous avons reculé au niveau de l'émission des GES. Notre système de... En fait, pourquoi je me présente? En fait, je vais résumer très vite. Je me présente parce qu'il y a une relation entre l'environnement et les maladies. Mon petit-fils a eu le cancer grâce aux merveilleux pesticides de Monsanto, c'est prouvé. Et c'est pour lui que je me présente. Et c'est pour vos petits-enfants, mes petits-enfants, vos enfants, mes enfants et vous tous, parce que l'environnement, c'est la santé. On doit mettre ça ensemble. Merci. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Passons maintenant à la troisième question qui concerne les proches aidants. En raison du vieillissement de la population, les proches aidants deviendront de plus en plus nombreux au cours des prochaines années. Pour l'instant, cette réalité touche déjà 24 de la population québécoise. Les proches aidants ont beaucoup d'obstacles quotidiens, perte de revenus, conciliation difficile entre le travail, la famille et leurs responsabilités de proches aidants. Plusieurs sont fatigués et ont besoin de répit. Les proches aidants sont essentiels, mais leur rôle est très peu reconnu et le soutien gouvernemental à leur égard est très limité. La question est la suivante. Qu'est-ce que votre parti propose afin de mieux soutenir les proches aidants? Et le premier à répondre à cette question sera Alexandre Boulris. Merci beaucoup, Marie-Claude. C'est une excellente question. Et je vais vous parler des proches aidants, mais d'un autre sujet d'assurance-emploi qui est quand même lié puis qui touche. On est dans une situation aujourd'hui où les prestations d'assurance-emploi pour compassion sont plus longues que les prestations d'assurance-emploi pour maladie. Fait que tu peux te faire aider plus longtemps que tu peux être en congé parce que tu es malade. Et nous, on supporte le combat de Marie-Hélène Dubé parce que 15 semaines, ce n'est pas assez pour des prestations maladie d'assurance-emploi. Nous, on veut que ça puisse aller jusqu'à 52 semaines, sinon ça n'a pas de bon sens. Et oui, Marie-Claude, tu as raison, parce qu'il y a juste une génération sandwich, peut-être vers les gens entre 50 et 60 ans, doivent s'occuper de leurs parents plus âgés, mais en même temps, ils doivent aussi s'occuper peut-être de jeunes adultes qui ont des besoins particuliers ou peut-être des adolescents. Alors, tu es coincé entre les deux, là. Il faut que tu fasses les deux. Et le système ne correspond pas, les aide pas, les supporte pas assez en ce moment. Donc, oui, à votre demande, est-ce qu'on veut prolonger les prestations d'assurance-emploi jusqu'à 52 semaines pour les proches aidants? Au NPD, la réponse, c'est oui. Est-ce qu'on veut modifier le crédit pour aidants naturels en crédit d'impôt remboursable? La réponse, c'est oui. Et je pense que comme société, on devrait en faire également plus. Peut-être que là, c'est au niveau communautaire ou municipal qu'on devrait trouver des solutions, mais au NPD, on est conscient de ça. On veut augmenter les prestations maladie, mais les prestations pour les proches aidants pour un maximum de 52 semaines. Ça ferait énormément de différence dans la vie des gens. Ça donnerait un second souffle et je pense que ça pourrait permettre à plus de personnes de prendre soin de leurs parents plus âgés. Merci. Merci beaucoup. Et maintenant, la parole sera à Robert Coutu. Pour les deux questions, c'est oui. Je le vis déjà personnellement. C'est un sujet qui est venu me chercher. J'ai même imprimé le rapport du regroupement des aidants naturels du Québec. J'ai même appris que Mme Blais, la responsable ministre des aînés et des proches aidants, avait envoyé un signal fort à tout le monde de la province du Québec en novembre 2018, comme quoi elle voulait faire un forum 2019, mais j'en ai pas su plus, à quel point on est avancé dans ce dossier-là. Une personne sur 4 est affectée. 1,6 million de personnes, 58 % de femmes, enfants ou parents malades proches. 93 millions
en bonifiant les crédits d'impôt pour aidants naturels qui demande le gouvernement du Québec. 20 maisons de répit au coût de 150 millions, 20 dont l'insécurité, qui souffrent d'insécurité financière, parce qu'on parle de 16 000 $ en perte en moyenne de prendre soin d'un proche. C'est assez frappant comme chiffre. Nous, Parti conservateur, on y va avec le respect des compétences des provinces, puis on va appuyer et aller même plus loin pour vous à ce sujet-là. Donc, oui, on embarque, puis il faut aller vraiment plus loin pour se régler ce problème-là, pour rassurer la population une fois pour toutes. Merci. Merci beaucoup. Je cède la parole maintenant à Régent Hébert. Ça n'a pas de bon sens de faire reposer sur les proches aidantes les services dont les personnes âgées et les personnes handicapées ont besoin. Une société comme la nôtre ne peut pas accepter cette situation-là. Ce qu'il faut, d'abord et avant tout, et lorsqu'on questionne les proches aidantes, c'est ça qu'ils nous répondent, on veut avoir des services pour nous permettre d'apporter le soutien émotionnel à notre personne, mais pas pour nous obliger à prodiguer les services pour le bain, pour l'habillage, etc. Ce qu'ils veulent, c'est des services. Et le problème au Canada, c'est que chaque année, il y a 400 millions de dollars. C'est même un problème économique. 400 millions de dollars qui est perdu parce que des femmes, le plus souvent, quittent leur emploi pour devenir des proches aidants. Dans une situation où on a une pénurie de main-d'œuvre, on a besoin de ces femmes-là sur le marché du travail. Et c'est pour ça qu'il faut mettre en place un soutien plus important à domicile pour les personnes âgées et les personnes handicapées. C'est pour ça qu'après les 11 milliards qu'on a convenus avec les provinces, M. Trudeau s'engage à remettre 6 milliards pour les soins à domicile dans les prochaines années. On va s'asseoir avec les provinces, puis on va voir comment on va faire en sorte que ça aille vraiment à des services à la personne et non pas dans les budgets des hôpitaux ou dans les poches des médecins. Alors, c'est important de pouvoir s'assurer que les investissements qui sont faits pour les soins à domicile vont véritablement pour les soins à domicile. Et le gouvernement de M. Trudeau a mis en place le Crédit canadien pour aidants naturels, qui est une aide directe aux proches aidants. Mais comme je le répète, ce qu'il faut donner aux proches aidants, c'est plus de services pour qu'ils puissent pouvoir continuer leur vie professionnelle, leur vie active, qu'ils puissent continuer à fournir le soutien émotionnel à leurs proches. Merci beaucoup, M. Hébert. C'est maintenant M. Pierre Carrier. Écoutez, nous secondons les propositions de la FADOC pour la question de prestations de 52 semaines d'assurance emploi pour protéger les emplois, aussi les crédits d'impôt remboursables. Nous voulons aider les proches aidants, nous voulons élargir les remboursements d'impôts, s'assurer qu'ils puissent prendre des congés, des mesures de soutien, prestations d'invalidité. Moi, je retourne à la philosophie. Je pense qu'on est dirigé quand même depuis très longtemps, et les personnes âgées en sont les malheureuses victimes. Nous sommes dirigés par des, des technocrates qui nous parlent de chiffres tout le temps. Moi, je me rallie à la proposition de la première ministre de Nouvelle-Zélande qui disait « Nous devons réintroduire en politique la bonté. Il faut commencer à voir les choses autrement. » Merci. Merci beaucoup. Alors maintenant, je vais demander à Mme Claude de Bellefeuille. Alors, évidemment, on joint au Bloc québécois à la demande de la FADOC, qui est tout à fait, je vous dirais, là, pertinent et naturel que si on veut aider notre proche, qu'on puisse profiter de prestations de l'assurance-emploi pendant 52 semaines. Vous me direz que je pense que c'est une modification à la loi de l'assurance-emploi que les libéraux auraient pu faire dans leur début de mandat s'il y avait eu vraiment à cœur la situation des aînés. C'est pas nouveau, cette problématique-là. Aussi d'accord là, pour le crédit d'impôt qu'il soit remboursable, parce que, faut le dire, hein, pour avoir un crédit d'impôt, il faut quand même avoir des sous. Et quand on le demande remboursable, ça veut dire que l'argent revient dans nos poches. Et ça, c'est important de comprendre la différence. Quand on vous propose des crédits d'impôt, il faut les avoir remboursables pour que l'argent revienne chez vous. Moi, ça me fait drôle d'entendre M. Hébert. J'ai l'impression que j'entends le ministre de la Santé du Québec, parce que quand il était ministre, je ne pense pas qu'il aurait aimé que de se faire dire quoi faire par le ministre de la Santé du Canada. Au Québec, on gère bien nos services, on a besoin plus d'argent.
OK, pour améliorer nos services de soutien à domicile et supporter nos proches aidants. La manière aussi qu'on pense au Bloc de bien supporter nos proches aidants, c'est de les aider à avoir plus de logements abordables. Hein, avoir des logements, et ça passe aussi par une entente entre Québec et Ottawa qui, actuellement, au moment où on se parle, Québec n'a pas finalisé ses ententes avec Ottawa parce que Ottawa veut lui dire quoi faire puis comment faire planifier ces logements abordables. Alors, au Bloc, on dit rapido presto, Ottawa, arrêter de mettre des freins, donner le fric à Québec pour qu'on puisse débloquer les logements sociaux abordables pour nos aînés. Et en terminant, on pense qu'il faut supporter les aînés et les proches aidants qui veulent vivre ensemble et s'entraider. Être solidaires les uns des autres et permettre un crédit d'impôt remboursable à tout aménagement de maison qui vont permettre de garder notre proche, soit dans sa maison en adaptant sa maison, ou soit en partageant avec lui ou elle la même maison, mais d'une manière adaptée. Donc, un crédit d'impôt remboursable pour mieux adapter les maisons. Merci beaucoup, Mme de Bellefeuille. Alors, on va passer à la 4e question. Le vieillissement de la population et la pénurie de main-d'œuvre comportent de nombreux défis. La pénurie de main-d'œuvre atteint de nouveaux sommets au Canada lors du premier trimestre de 2019. Les personnes de 50 à 69 ans constituent un bassin de travailleurs potentiels important au Québec. Toutefois, les travailleurs expérimentés font face à plusieurs difficultés, notamment à l'âgisme en entreprise et le manque de formation et d'incitatifs. Tous estiment que les travailleurs d'expérience font partie de la solution afin d'endiguer la pénurie de main-d'œuvre. La question est la suivante. Quelles sont les mesures que votre parti propose pour inciter les travailleurs d'expérience qu'ils souhaitent à continuer à travailler ou à retourner sur le marché du travail? Alors, la première personne à répondre à cette question est Robert Coutu du Parti conservateur. Bien, je l'ai dit tantôt, quand on a commencé avec la tournée des Québécois qui s'est faite en 2018 avec notre chef Andrew Scheer, on a pris plusieurs notes, plusieurs engagements. Puis dans les 7 engagements, il y en a un, entre autres, c'est de donner des incitatifs aux retraités qui sont aptes à retourner au travail, de leur permettre de gagner plus d'argent, d'en avoir plus d'argent dans leur poche, parce que quand on retourne au travail à l'âge de la retraite, en plus de nos prestations, on se fait avoir avec les impôts, puis le coût de la vie, à ce moment-là, il devient désagréable. C'est de rendre accessible au niveau de la main-d'œuvre qui est qualifiée. À ce niveau-là, on sait que les Canadiens et les Canadiennes ont plus de difficultés à s'en sortir financièrement, d'où là le besoin de retourner au travail. Mais les libéraux ont créé une crise du coût de la vie pour les aînés dans notre pays. Quand on regarde toutes les taxes qui ont augmenté les produits de première nécessité, l'essence, le chauffage domestique et l'épicerie, nos aînés ont aidé à bâtir notre pays. Ils méritent tellement plus que ça. Donc, à cet effet-là, rendre la vie plus abordable, bien, qu'on supprime la taxe sur le carbone, puis qu'on agit intelligemment sur l'environnement, qu'on supprime la TPS sur le chauffage résidentiel, laissez plus d'argent dans vos poches pour faire plus facilement des choses que vous méritez tant. Le gouvernement conservateur va augmenter le crédit en raison de l'âge à 1 000 par année. Pour un couple, ça signifie 300 de plus, 150 de plus pour ceux qui gagnent à 65 ans plus de 35 000 Le crédit en raison de l'âge est un autre argument. Tout ça pour dire qu'on prend tous les moyens pour combler les postes au niveau de la pénurie de main-d'œuvre, mais permettre également aux gens d'en avoir plus dans leur poche, que ce soit les jeunes, les familles, les aînés. Merci. Merci beaucoup. Alors, maintenant, c'est au tour du candidat du Parti libéral du Canada, Régent Hébert. Laisser plus d'argent dans vos poches, c'est laisser plus d'argent dans la poche des riches. Ce qu'il faut, c'est augmenter l'équité sociale dans ce pays, faire en sorte que les gens sortent de la pauvreté, faire en sorte que les gens puissent avoir accès au système de santé, avoir accès à leurs médicaments. C'est ça qu'il faut faire comme pays, comme société, et c'est à ça que servent les impôts qu'on paie pour essayer de répartir la richesse, et c'est l'objectif principal du Parti libéral, c'est de faire en sorte qu'on puisse sortir les gens de la pauvreté, on puisse augmenter les revenus de la classe moyenne et on puisse taxer davantage les plus riches, le 1 qui a les moyens de pouvoir contribuer à la répartition de la richesse dans ce pays. Je pense que les personnes âgées constituent un potentiel de main-d'œuvre extrêmement intéressant pour ceux qui veulent continuer. On a là
une encyclopédie. Lorsqu'on arrive à la quincaillerie et qu'on voit une personne âgée qui nous conseille sur la plomberie, il y a une certaine confiance. On sait qu'il y en a vu d'autres et qui est capable de nous conseiller adéquatement. Et je pense que ce sont des postes qui sont extrêmement intéressants pour les personnes âgées. Lorsque je suis allé au Japon, j'ai constaté que presque tous les chauffeurs de taxi étaient des personnes âgées, très âgées même, qui étaient en poursuite d'emploi et qui contribuaient à la société. Puis vous savez que le Japon, c'est le Québec dans 15 ans. Alors, on y arrive à 25 % de personnes âgées. Et dans une situation de pénurie de main-d'œuvre, je pense qu'on aura besoin des personnes âgées qui le souhaitent pour être capables de pouvoir répondre à cette pénurie de main-d'œuvre et pouvoir continuer à apporter leur expertise et surtout mentorer les générations plus jeunes, leur transmettre leur savoir, et je pense que c'est extrêmement important. On a fait un pas en exemptant les gains qui sont faits par des emplois du calcul du supplément de revenu garanti. Alors, ce n'est plus une pénalité pour les personnes âgées qui reçoivent le supplément de revenu garanti de retourner à l'emploi de façon partielle, et je pense que ça, c'est un gain extrêmement intéressant, et il faut aller plus loin là-dedans. Merci beaucoup, M. Hébert. Alors maintenant, on va entendre la réponse du candidat du Parti vert du Canada, M. Pierre Carrier. C'est l'occasion que je vous parle d'un grand pan du programme du Parti vert qui s'appelle le revenu annuel garanti. Ça vaut pour les personnes âgées, au lieu d'avoir toutes sortes de bébelles un petit peu partout, là, 10 piastres pour envoyer les assistés sociaux, les personnes défavorisées dans les campings, les parcs nationaux pour se faire manger par les maringouins, pour augmenter les revenus. Je pense que les revenus des parcs nationaux, je pense que les gens sont assez intelligents pour savoir où ils veulent prendre leurs vacances. Ça peut être auprès de leurs petits-enfants dans la Côte-Nord, ça peut être n'importe où. Je pense qu'il faut arrêter ce genre de truc-là. Puis le revenu annuel garanti, ça permet de prendre la personne, de regarder ses besoins et de lui donner ce dont il a besoin. Vous pouvez aller fouiller dans le programme du Parti vert pour avoir beaucoup plus de détails. Évidemment, c'est organisé aussi, ce revenu annuel garanti, en fonction de la création du travail, de la réinsertion au travail. Il y a eu des expériences qui ont été faites dans le monde, et entre autres en Ontario, de revenus annuels garantis dans certaines villes. Et vous allez rire de moi, vous allez avoir des doutes, mais c'est les gens qui ont reçu ce revenu garanti sont allés moins souvent à l'hôpital. Il y a eu moins de chicanes de ménage, moins de violences conjugales, moins de médicaments utilisés, moins d'accidents, un paquet d'affaires comme ça. Donc, c'est une piste qui est très intéressante et qui est beaucoup plus humaine, je trouve. Nous devons bonifier les pensions, c'est sûr aussi. Il y a une espèce de drôle de retour des choses, quand même, je le dis un petit peu pour ma satisfaction, qui me suis toujours battu contre l'âgisme. Il y a à peu près 15 ans, on disait « Les vieux, lâchez vos jobs pour donner la place aux jeunes ». Puis aujourd'hui, les vieux et les aînés, prenez des emplois, on manque de main-d'œuvre. Je trouve ça le fun, dans le fond. Et c'est dans ce sens-là, j'aimerais beaucoup, si le Parti vert est élu, c'est sûr qu'il va être là pour accommoder les jeunes. En Angleterre, il y a eu beaucoup d'expériences avec des personnes aînées. Il y a des magasins qui ont ouvert, qui ont donné tous les postes à des personnes aînées et la rentabilité a augmenté. Il y a eu, curieusement, moins de congés de maladie que dans les magasins concurrents. Merci beaucoup. Merci beaucoup, M. Carrier. Merci. Maintenant, on va entendre la candidate du Bloc québécois, Claude de Bellefeuille. Alors, on a parlé depuis le début de la soirée, les aînés comme des gens qui ont besoin de services, mais qui sont malades. Mais on sait que la majorité des aînés sont une richesse, sont une force, ont envie de donner, donnent beaucoup. Et ceux qui ont envie de travailler plus tard que 65 ans, bien, au Bloc québécois, ce qu'on dit, c'est vous travaillez, vous décidez de ne pas encaisser votre pension de vieillesse, puis que vous l'encaissez plus tard que 65 ans, on propose de vous rajouter un 60 $ de plus par mois pour les années non prises. Alors, vous comprendrez que ceux qui ont envie de travailler vont être récompensés parce qu'ils ont envie de contribuer à notre société encore. Il y a encore le goût, mais malheureusement, il y a du monde qui ne sont pas nécessairement dans le plaisir, mais sont dans l'obligation parce que leur caisse de retraite est défectueuse. Il y a des employeurs qui ont baissé dramatiquement leur chèque et qui doivent travailler. Alors, c'est sûr qu'au Bloc québécois, ce qu'on propose pour les employeurs qui décident
d'engager des aînés, des gens expérimentés, de leur donner un crédit d'impôt pour favoriser la formation et le maintien des acquis pour être capable d'être actifs sur le marché du travail, pour encourager les employeurs à faire confiance et à engager des aînés qui le veulent bien. Mais je vous le dirai en conclusion, mais au Bloc québécois, on vous promet de redéposer un projet de loi pour protéger les caisses de retraite des gens qui ont travaillé extrêmement fort, qui aujourd'hui se retrouvent avec une pension amputée et qui doivent, à 65, 66, 68 ans, même s'ils ne sont pas en santé, devoir travailler. Et ça, vous pouvez compter sur le Bloc québécois pour redéposer un projet de loi pour dire ce n'est pas les banques qu'on doit payer en premier quand on fait faillite. Ce sont les caisses de retraite de nos aînés. Merci. Maintenant, nous allons entendre le candidat du nouveau Parti démocratique, Alexandre Boulris. Oui, merci beaucoup, Marie-Claude. Puis Claude, je vais faire un petit peu de pouce sur ce que tu viens de dire. Pour nous, au NPD, c'est crucial, c'est vraiment important. Je pense qu'une des bonnes manières d'aider les aînés puis de protéger les retraités, c'est qu'ils ne se fassent pas voler leur caisse de retraite comme c'est trop souvent arrivé. Moi, je viens de Saint-Jean-sur-Richelieu. Mon grand-père a travaillé 44 ans dans une grosse usine qui s'appelait La Seigneur. Vous vous rappelez de ça? Ils sont partis avec la caisse. Ça a pris des années avant d'être capable de gagner encore. Puis quand ça s'est terminé, mais évidemment, mon grand-père était décédé. T'sais. Et ça se continue encore aujourd'hui. Mabé, Sears. Et là, le problème, c'est qu'on a un gouvernement qui dit, quand ça arrive, ces faillites-là, il nous dit on applique la loi. Et la loi fiscale n'est pas compliquée. Elle dit que c'est les banquiers, les investisseurs qui sont les créanciers prioritaires, puis les travailleurs et les retraités, c'est en bas de la liste. Nous autres, au NPD, on a Scott Duval, qui vient du syndicat des métallos, qui a déposé un projet de loi là-dessus. Puis c'est juste un petit changement. Tu prends les travailleurs et les retraités qui sont en bas de la liste, boum, tu les mets en haut de la liste. C'est pas sorcier, mais il faut avoir la volonté politique de le faire. Et moi, je pense aussi que, évidemment, que des personnes veuillent rester en emploi, il ne faut pas qu'ils soient pénalisés de manière fiscale si tu continues à travailler au-delà d'un certain montant par année. Il y a une légère amélioration à ce niveau-là. Nous, au NPD, on pense qu'on doit aller beaucoup plus loin. Et puis tantôt, je ne sais pas lequel de mes collègues qui disait les aînés sont une richesse pour notre société. Puis là, peut-être que je sors un petit peu du cadre des programmes fédéraux, parce que sinon, Claude va me chicaner. Mais je pense qu'il faudrait réfléchir collectivement à comment on assure la transmission des connaissances. Il y a beaucoup d'aînés qui vivent de l'isolement, puis il y a beaucoup d'enfants qui pourraient apprendre beaucoup du travail puis des expériences des personnes plus âgées. Peut-être que ça doit se faire au niveau des commissions scolaires ou dans des municipalités. Mais moi, c'est quelque chose que j'aimerais voir de plus en plus dans nos sociétés, cette espèce de dialogue intergénérationnel qui pourrait servir à tout le monde. Merci. Merci beaucoup. Bravo. Alors, ça met fin à la première partie de cette rencontre. Maintenant, on va passer à la partie la plus spontanée du débat, soit celle des questions posées par vous, le public. Les gens présents ce soir ont écrit des questions destinées à vous, chers candidats, tout juste avant d'entrer dans la salle. Le réseau FADOC en a choisi 4 au hasard. Chaque candidat, cette fois, aura 1 minute pour répondre à chacune des questions. Vous êtes prêts? Alors, j'y vais. Le premier à répondre à cette question sera M. Régent Hébert. Des travailleurs d'employés en faillite comme à la White Birch ont été floués avec leur fonds de pension. Qu'est-ce que votre parti propose afin de mettre fin à ce genre de situation? C'est des situations qui sont déplorables. On l'a souligné, mes collègues l'ont souligné tour à tour. Je pense que déjà, dans le budget 2019, il y a eu des mesures qui incitent les juges et les gestionnaires lors de faillite à prioriser davantage les régimes de pension. Il faut bien réaliser qu'il y a un effet pervers là, à mettre ça en haut de la liste. L'effet pervers, c'est la déresponsabilisation des industries et des entreprises par rapport à leur régime de retraite. Et ça, il faut éviter ça à tout prix. Donc, il faut absolument, dans un projet de loi, et je m'engage à ce qu'on étudie ça de façon très sérieuse, il faut, dans un projet de loi, faire en sorte qu'on ne déresponsabilise pas les entreprises par rapport à leur régime de retraite et que les employés retraités puissent continuer à avoir accès à leur régime de prestations déterminées parce que c'est le régime qui est le plus intéressant pour les retraités. Alors, il faut y aller de façon
précise dans la modification de la loi de façon à ce que les entreprises et les industries n'aient pas le réflexe de dire ben, on se déresponsabilise et la loi, le gouvernement va assumer les régimes de retraite. Ce n'est pas une bonne stratégie. Merci beaucoup, M. Hébert. Maintenant, c'est à M. Carrier de répondre à cette question. Oui, c'est vous. Est-ce que vous voulez que je répète la question? C'est la même? Oui, c'est la même. Non, ça va, c'est parce que je n'avais pas compris mon nom. Il y a eu du en même temps. Merci. Il y a deux aspects à ça. Il y a l'aspect filou des compagnies. Je pense qu'il faut vraiment commencer à resserrer la loi et poursuivre ces gens-là très fortement, comme on a commencé à le faire avec l'Autorité des marchés financiers. C'est le premier aspect. Deuxièmement, je pense qu'on doit exiger de nos fonds de pension qu'ils investissent dans les fonds qui sont les plus rentables, c'est-à-dire les fonds équitables. C'est maintenant prouvé que quand vous avez des fonds équitables, c'est plus rentable. En Europe, on impose même maintenant aux banques et aux compagnies d'assurance ce qu'on appelle des stress tests. Donc, ça veut dire que si votre compagnie est susceptible de provoquer une catastrophe quelconque, comme Shell ou n'importe quoi, ça vous coûte pas mal plus cher d'assurance. Puis votre compagnie, votre fonds de placement à vous ne met pas dans Shell parce que Shell a des risques de vous faire perdre beaucoup d'argent, par exemple. Donc, cet aspect-là est très important aussi. Merci beaucoup, M. Carrier. Maintenant, c'est au tour de Mme Claude de Bellefeuille. Alors, au Bloc québécois, la dernière législature, Marlène Gill, notre députée du Bloc québécois, a présenté un projet de loi modifiant la loi sur la faillite pour vraiment faire que les retraités soient les premiers créanciers. Vous savez que la loi sur la faillite se modifie aux 5 ans. Donc, en 2020, il va y avoir une grande occasion, une grande opportunité pour les partis qui veulent modifier la loi. Et ce que j'entends ici, c'est ni le Parti conservateur ni les libéraux qui ont l'intention de modifier la loi sur la faillite pour vraiment mettre de la justice et garantir aux aînés qu'ils puissent être au-dessus de la liste et être remboursés et bien payés pour tout ce qu'ils auront économisé tout le temps de leur vie active de travailleur. Alors, vous pouvez compter sur le Bloc, comme toujours, pour représenter un projet de loi. Et je pense qu'on va avoir peut-être un autre parti qui va voter avec nous, mais ici, vous avez au moins 2 partis qui ne prennent pas cet engagement-là. Et je souhaite que vous vous rappeliez le 21 octobre. Merci beaucoup. Maintenant, c'est à M. Alexandre Boulris. Oui, écoutez, on a posé des questions, nous, au NPD, en Chambre, sur les retraités de Mabé, de Sears, de d'autres compagnies également. La seule réponse qu'on avait du gouvernement libéral, c'était « Nous, ce qu'on fait, c'est qu'on applique la loi ». Ce qui me rendait dingue complètement, parce que je voulais leur dire « T'es le gouvernement, tu peux la changer, la loi, ta majorité en Chambre ». Mais non, ils ne veulent pas, parce que c'est pas dans leurs intérêts, c'est pas leurs amis, ça ne va pas dans l'intérêt de ceux qui supportent le mouvement du Parti libéral du Canada. Puis moi, M. Hébert, je ne pense pas que c'est déresponsabiliser une entreprise que de la forcer à respecter sa parole, puis ses engagements envers ses travailleurs et ses travailleuses. Les régimes de retraite, là, ce n'est pas des cadeaux de la part des industries, c'est du salaire qui a été mis de côté par les travailleurs pour leurs vieux jours. Puis il faut que le gouvernement défende ça. C'est terminé? Oh non, mais je pense que... C'est pas mal ça que je voulais dire, là. Alexandre Morgan, je vais être à mon dos. Merci. Alors maintenant, ce sera au tour de M. Robert Coutu à répondre. Moi, je peux dire une chose, on est rendu en 2019. Si on pense que les vieux pieux, le Parti conservateur, le Parti libéral, peu importe le parti, ont tout le temps toujours pensé de la même façon, ça ne changera jamais, c'est pas vrai. On a une nouvelle équipe de gestionnaires, une nouvelle équipe de candidats, on en est fiers, on veut avoir le pouvoir le 21 octobre prochain, on ne vous le cache pas, c'est tout à fait normal, mais en même temps, il faut se mettre à jour. Une question de responsabilité des entreprises envers les travailleurs, c'est une question d'engagement puis de protection envers les travailleurs. Je suis tout à fait d'accord avec la plupart de mes collègues, c'est des choses à éviter. J'ai vécu Shell personnellement de proche chez nous quand il y a eu la conversion terminale. Il y avait 2000 travailleurs dans l'Est de Montréal qui ont perdu leur emploi. Combien nous ont dit qu'ils ont perdu leur fonds de retraite en partie ou en grande partie? Il y avait 15 de coupe. Il y avait des désolations. J'ai vécu ça de près. Mabé aussi, c'était dans l'Est de Montréal. Quand Alexandre a parlé, il a raison. C'est des choses qui, encore aujourd'hui, se battent pour l'argent qui leur est dû, qui ont gagné dignement. Donc, la loi
Je m'excuse, là, on va la changer. Il faut la changer. Il faut se mettre au goût d'aujourd'hui, dans l'intérêt des travailleurs, pour les protéger. Merci beaucoup. Merci. Alors, nous allons passer à la deuxième question du public de Jérôme de Lassalle. Avec le vieillissement de la population, le pays a grandement besoin d'une politique nationale sur le vieillissement ou du moins d'un ministère des aînés. Qu'en pensez-vous? Je commence avec M. Pierre Carrier. Ben oui. Je suis d'accord avec ça. C'est une belle réponse, mais encore. Le ministère des aînés, c'est sûr, parce que ça ramène à ce que je disais tantôt sur le plan philosophique. C'est pas... il faudrait quasiment un ministère pour chaque aîné, parce que chaque aîné est un individu. Puis je pense qu'il faut créer des politiques qui tiennent compte de la capacité de chacun, de son apport à la société, de son apport à sa famille aussi. Je suis pour, évidemment, la création d'un ministère des aînés, mais il faudra faire attention pour que ça ne devienne pas une gang de technocrates encore qui ne font que des promesses de chiffres ou de choses comme ça. Il faut que ça se réalise dans la réalité. Merci beaucoup. Moi, j'aime beaucoup cette question-là. C'est à vous, Madame de Bellefeuille, à répondre. Alors, moi, quand j'entends le mot national, je pense québécois et non canadien. Et je pense sérieusement que le Bloc québécois n'est pas en désaccord avec une politique nationale. Cependant, vous comprendrez bien qu'il faudra négocier avec le gouvernement du Québec en place parce que c'est à Québec, c'est dans son champ de juridiction de s'occuper de son monde. Et c'est assez clair que la santé, dans le fond, l'avenir du peuple québécois passe par la juridiction québécoise. Maintenant, on ne va pas s'opposer à une politique nationale. C'est toujours la même réponse qu'on donne, à la condition que le Québec peut se retirer avec pleine compensation. C'est-à-dire qu'on pense, nous, au Bloc québécois, que les meilleures personnes pour prendre soin de son monde, c'est les députés à l'Assemblée nationale. Donc, ce qu'on va demander, on peut en adopter une, mais s'il y a des montants qui se dégagent pour les aînés, s'il vous plaît, envoyez le fric à Québec parce que nous sommes les experts pour s'occuper de nos aînés. On sait ce qu'ils ont besoin. Merci. Maintenant, nous allons entendre la réponse d'Alexandre Boulris. Oui, merci. Évidemment, au NPD, oui, ça fait partie de nos engagements. Puis on met de l'avant, en partenariat avec les provinces et les communautés, les intervenants du milieu, une stratégie fédérale pour les aînés, qui serait sur 3 axes. Évidemment, améliorer les soins de santé, réduire l'isolement, lutter contre la pauvreté. Je pense que M. Hébert, l'augmentation des soins à domicile est évidemment une piste que vous avez travaillé là-dessus, vous avez exploré depuis des années, mais je pense qu'on peut encore en faire mieux en collaboration avec les provinces. M. Hébert, vous avez dit quelque chose tantôt sur le fait que les régimes de retraite à prestations déterminées étaient les plus avantageux, ce qui est effectivement le cas. J'aimerais que le Parti libéral, par contre, s'engage à ne pas imposer d'autres types de régimes de retraite aux fonctionnaires fédéraux et aux travailleurs et travailleuses des postes parce que ça a été discuté sur les tables de négociation dans les dernières années. Il ne faudrait pas aller par là. Merci. Maintenant, nous allons entendre M. Robert Coutu. Le vieillissement de la population, c'est un sujet qu'on oublie trop souvent, dans le sens que les politiciens, gestionnaires, entreprises et autres prennent tout le temps des décisions ne tenant pas compte du vieillissement de la population. C'est pour ça que moi, je suis totalement en faveur d'une politique fédérale du vieillissement, parce que le Bloc québécois, il va avoir l'argent, il va l'envoyer à Québec. Mais il y a bien plus que ça. Il y a de l'argent à Ottawa aussi. Mais ils n'ont pas, c'est pas un parti fédéral. Donc, ils vont avoir de la misère à aller chercher l'argent d'Ottawa. Donc, ça prend un parti fédéral représenté fortement à Ottawa, qui représente, on est tous Québécois, pour aller chercher encore plus d'argent, non seulement à Québec, Ottawa, travailler avec le champ de compétences des provinces. Puis, dans ce sens-là, on va aller de l'avant. On est tout à fait d'accord. Merci. Merci. Je sens qu'on pourrait avoir un débat, si on voulait. Les droits de réplique, ça ce serait facile, je le sens. Alors, on poursuit avec M. Régent Hébert. En 2007, lorsque j'ai fait la consultation publique sur les conditions de vie des aînés, j'avais fait un rapport séparé qui recommandait une politique sur le vieillissement.
Malheureusement, Mme Blais n'avait pas acquiescé à ça, mais par contre, 4 ans plus tard, ils l'ont fait parce que je pense qu'il faut qu'un gouvernement ait une stratégie concertée. Alors moi, ce que je vous propose, c'est une stratégie canadienne sur le vieillissement pour être capable de ramasser les morceaux, ramasser le logement, la santé, la pension de sécurité de la vieillesse, le supplément de revenu garanti, toutes sortes d'enjeux qui sont extrêmement importants parce que le Québec vieillit à un rythme très accéléré. On est au même rythme de vieillissement que le Japon. On fait en 30 ans ce que les vieux pays, comme disait mon père, ont fait sur une période de 70-80 ans. Un vieillissement extrêmement accéléré. Et je pense qu'il faut avoir une stratégie canadienne pour être capable de pouvoir répondre à cet enjeu-là, à ce défi-là. Ce n'est pas une catastrophe, c'est un défi, c'est un enjeu, et il faut relever ce défi-là. Merci. Alors, prochaine question de vous, le public. Elle vient de Nicole. En région, les banques, les pharmacies et les bureaux fédéraux ferment. Que proposez-vous pour mettre fin à cette hémorragie? Alors, la première à répondre sera Mme Claude de Bellefeuille. Alors, quelle belle question. Moi qui vis dans une région, dans un rang de campagne, où j'ai encore la Caisse populaire, encore mon bureau de poste dans la petite ville d'Ormstown. Je vous comprends. Je pense que c'est au Bloc québécois, on va mener une lutte acharnée pour conserver nos bureaux de poste. Nos bureaux de poste sont très importants. Je me souviens, quand j'étais députée, on avait fait la tournée, on avait fait beaucoup de mobilisation pour éviter particulièrement la fermeture des bureaux de poste dans les régions rurales, qui sont plus qu'un bureau de poste, qui sont un lieu de rencontre. Qui sont aussi une manière d'occuper le territoire, d'éviter que d'autres commerces ferment. Alors, Caisse populaire, ça, c'est de juridiction québécoise, mais ça ne nous empêche pas de dire que si tu fermes le bureau de poste, ça donne le OK à la Caisse de fermer. Et ça, c'est épouvantable pour une région où les services de proximité sont de plus en plus rares. Alors, vous pouvez compter sur le Bloc québécois pour mener une lutte. Et personnellement, je vous dirais, c'est une lutte qui me touche beaucoup, vivant en campagne, de conserver nos bureaux de poste et de mener une guerre, une vraie lutte pour éviter toute fermeture dans vos régions de bureaux de poste. Parce qu'une fois qu'il est fermé, ça donne la légitimité aux autres institutions de fermer. Merci Donc, beaucoup. Je vais être là avec vous, le Bloc québécois aussi. Merci beaucoup, Mme de Bellefeuille. Alors, maintenant, nous allons entendre la réponse d'Alexandre Boulris. Merci, Marie-Claude. C'est un sujet qui est très, très, très important pour la vitalité de nos régions. Oui, je suis un député de Montréal, mais j'ai été porte-parole pour le dossier Post Canada pendant des années quand on était à l'opposition officielle. Alors, j'ai fait une vingtaine d'assemblées publiques un peu partout au Québec pour parler du dossier des postes. Et oui, l'importance des comptoirs, c'est pas comptoirs, des bureaux de poste. Voilà. Excusez, il y a un mot qui m'échappait. Et nous, au NPD, on pense que pour assurer le maintien aussi des bureaux de poste, Post Canada fait de l'argent toutes les années, mais on peut aussi étaler puis améliorer la palette de services qu'un bureau de poste peut donner. Et nous, on est d'accord, on appuie les revendications des travailleurs et des travailleuses des postes d'avoir une banque postale. C'est-à-dire que le bureau de poste pourrait aussi offrir des services bancaires. Vous pourriez avoir un compte en banque avec Post Canada. Ça a l'air bizarre, mais la plupart des pays de l'OCDE ont une banque postale. Ça existe au Royaume-Uni, ça existe en France, ça existe au Japon, ça existe en Allemagne également. Et ça permet de garder des services en région puis d'aider les gens concrètement pour être capable. Il faut aussi parler, non seulement il faut maintenir le bureau de poste, mais il faut maintenir des heures de service qui ont du bon sens aussi. Merci beaucoup, M. Boulris. Merci. J'utilise mon petit pouvoir. Alors, on a 1 minute. Je vais répéter quand même la question. C'est en région, les banques, les pharmacies, les bureaux fédéraux ferment. Que proposez-vous pour mettre fin à cette hémorragie? La question vient de Nicole. On a 1 minute pour répondre. C'est au tour maintenant de Robert Coutu. Et j'en passe. Il n'y a pas juste des banques, des pharmacies, des bureaux de poste. Il y a des caisses, il y a d'autres petits services de proximité. On est dans la pénurie de main-d'œuvre. On est à l'aide de l'électronique. Il faut juste constater, c'est-à-dire pourquoi. Puis, dans le fond, il faut travailler ensemble. Dans chacun des champs de compétences, on ne contrôle pas le marché du détail. Mais si le gouvernement fédéral, provincial, municipal peuvent travailler ensemble pour améliorer les services, je veux dire, comme le Dr Hébert, c'est des services de proximité qu'il faut offrir à la population. Je pense qu'il faut travailler ensemble puis en discuter tout simplement. Passer d'une problématique à un mode solution. C'est ce que je cherche, juste des solutions pour vous autres.
Donc, c'est inacceptable dans plusieurs régions, mais il y a des réalités qu'il faut prendre en considération. Question de ressources financières, matérielles, humaines. Je ne sais pas tout, mais en même temps, il faut regarder ça de près. Il faut trouver des solutions. Merci. Merci. Alors, le dernier à répondre à cette question, M. Régent Hébert. L'occupation du territoire, c'est un enjeu extrêmement important pour un pays comme le Canada, qui est un vaste pays. J'ai été ministre responsable de l'Estrie, puis je salue les 56 personnes qui sont venues de la région de l'Estrie, que j'aime beaucoup, et où l'occupation du territoire est un enjeu important. Il y a des petites communautés qui, effectivement, comme on le mentionnait, voient disparaître, voient fermer leur bureau de poste, leur caisse populaire même, et je pense que l'occupation du territoire est un défi pour l'ensemble de la population canadienne. Il faut absolument mettre des incitatifs et avec toute l'économie verte, la transition écologique qu'on doit accomplir, il est facile de pouvoir faire en sorte que cette économie verte puisse se réaliser en région avec les moyens virtuels de communication, avec l'engagement que nous avons de rendre Internet accessible partout au pays. C'est un pas extrêmement important et je pense que plutôt que de créer une nouvelle banque, il faut inciter les banques et surtout les caisses populaires à maintenir leurs services dans les communautés et surtout à fournir des logements à prix modique aux personnes âgées pour qu'ils puissent rester dans leur communauté et non pas s'en aller vers les grands centres, comme c'est trop souvent le cas actuellement. Merci beaucoup. Alors, le dernier, non le moindre, M. Pierre Carrier. Moins gros qu'avant. Je suis d'accord que se débarrasser de laisser aller ces services-là, ça a un effet domino. Maintenant, il y a quand même des réponses à ça. Le Parti vert, comme d'habitude, est très, très constructif. Je pense que pour ce qui est du côté négatif, peut-être un coup, les banques, je pense qu'il faut les pénaliser. Il faut vraiment mettre la honte sur eux autres quand ils s'en vont puis qu'ils enlèvent les services. Les dépanneurs s'en vont aussi. Je pense qu'il y a une réponse quand même positive à ça. Il faut recréer les villages, il faut recréer l'économie circulaire, collaborative, puis il faut aussi encourager l'achat local. Si vous faites tout ça, l'achat local, le bio, le voisin, etc., une salade qui vient du voisin est pas mal meilleure que la salade bio qui vient de Californie puis qui a fait 3000 km. Si vous faites ça, vous allez enrichir votre village, vous allez recréer le village, vous allez recréer la vie dans le village, et votre propre village et votre propre vie. Merci. La prochaine question, elle vient de Lisette à Laval et je trouve que c'est une question qui est très directe, une question que plusieurs vivent malheureusement. Alors, à nos âges, nous avons dans bien des cas des problèmes d'argent. Certains doivent même choisir entre leur repas et leurs médicaments. Que proposez-vous pour nous aider? Alors, je vais donner la parole au candidat du nouveau Parti démocratique, Alexandre Boulris. Merci beaucoup. Bien, nous, c'est assez clair. On a repris la demande de l'Union des consommateurs du Québec puis de l'ensemble du mouvement syndical québécois d'avoir un programme d'assurance médicaments public, complet et gratuit. Voici qu'est-ce qui ferait toute la différence. Et on pense que c'est un problème qui est exclusif au Canada anglais parce qu'au Québec, on a un petit régime public qui patche un peu les trous, mais vous le savez, qui n'est pas parfait, puis le prix des médicaments est extrêmement élevé. Une assurance publique, une assurance médicaments publics diminuerait les coûts pour l'ensemble du système, pour le réseau hospitalier, pour les consommateurs également. Ça enlèverait du pouvoir aussi aux grandes compagnies pharmaceutiques qui se font souvent donner des cadeaux, disons-le, par les gouvernements en place, surtout quand ils signent des accords de libre-échange où ils prolongent la vie des brevets sur les médicaments de première, les médicaments brevetés, ce qui augmente le coût pour nous. Et au Québec, il y a aussi des problèmes avec les travailleurs, les travailleuses qui sont à temps partiel ou à faible revenu. J'ai rencontré des gens qui sont obligés de cotiser à l'assurance médicaments de leur employeur. C'est 25 % de leur salaire mensuel qui va directement juste pour payer les assurances. Alors, on aiderait beaucoup ces travailleurs-là à faible revenu avec une assurance médicaments publique universelle comme le NPD le propose. Merci beaucoup, M. Boulris. Maintenant, nous allons entendre la réponse du candidat du Parti conservateur, Robert Coutu. Vous en attendez sûrement. Depuis tout à l'heure, je le dis, c'est plus d'argent dans vos poches. Fait qu'il faut diminuer vos coûts puis augmenter vos revenus. Il faut travailler là-dessus. Qu'est-ce qui coûte quoi, l'assurance médicaments? Il y a tellement d'autres choses. Se loger, se vêtir, se nourrir, se déplacer.
transport collectif, qu'on parle de transport en commun, qu'on parle des achats locaux, peu importe. À ce niveau-là, il faut regarder de tout l'esprit de la consommation. Quand on parle des libéraux de la taxe sur le carbone, ça a l'air de rien, mais la facture, c'est vous qui la payez. C'est les jeunes, les familles et les aînés, malheureusement. C'est 8 qui est attribué à l'augmentation des coûts seulement pour les grandes entreprises. 92 de la facture de ce que les libéraux, puis on n'en parle pas assez, la dette qu'ils nous ont générée depuis 4 ans, de plus de 72 milliards. À un moment donné, je l'ai même entendu par la SCN ce matin, à étirer l'élastique, là, il va y avoir des limites. On risque de vivre une crise économique importante. Si on augmente la dette ainsi, ça va vous coûter encore de plus en plus cher. C'est pas normal que quelqu'un ait le choix à faire entre un repas et les médicaments ou l'inverse. Ça n'a aucun bon sens. Fait qu'il faut s'asseoir, regarder ce qui se passe, limiter nos dépenses, faire les bons choix pour que vous en ayez plus dans vos poches. Moins de taxes, moins d'impôts. Merci. Merci beaucoup. Nous allons entendre maintenant la réponse du candidat pour le Parti libéral du Canada, Régent Hébert. Bien, M. Trudeau s'est engagé à mettre en place un régime universel d'assurance médicaments. C'était la recommandation d'un groupe d'experts. Et je pense que nous allons amorcer les discussions avec les provinces parce qu'il faut faire ça avec les provinces. Le Québec a déjà son régime. Les autres provinces n'ont pas de régime universel. Alors, il faut trouver une solution pour effectivement diminuer la pression sur les patients qui doivent assumer ce coût de médicaments-là. Mais il faut aussi travailler sur le coût des pilules. Actuellement, les coûts des médicaments brevetés sont alignés sur des pays comme la Suisse, comme les États-Unis, qui payent très cher leurs médicaments. Alors, il faut changer les pays de référence et se comparer à d'autres pays qui ont réussi à avoir des médicaments moins chers. Il faut aussi enlever le secret autour de la négociation du prix des médicaments. Moi, quand j'étais ministre de la Santé, j'ai toujours été opposé aux accords de confidentialité avec les compagnies pharmaceutiques parce que ces accords de confidentialité-là ne nous permettent pas de savoir le prix que les autres provinces et que les autres pays payent pour les médicaments. Et je pense qu'il faut arrêter de payer trop cher pour les médicaments dans ce pays. Merci beaucoup. Alors, le prochain sera le candidat du Parti vert du Canada, Pierre Carrier. Évidemment, je peux vous rappeler qu'on a tout essayé, les libéraux, les conservateurs. Le Bloc, ça ne sert à rien, c'est une distraction. Le NPD... Mais là, monsieur, vous allez rester poli. Ça s'échauffe. Excusez-moi, là, madame. Ben, Sa Majesté, excusez-moi. Ben. On a tout essayé. Le Bloc, c'est une distraction quand même. C'est de la chicane à l'intérieur. Dans mon comté, je me présente contre M. Blanchette, puis il y a déjà un parti pour l'indépendance du Québec dans mon comté. Alors, moi, je dis que c'est le temps de donner la chance à d'autres. D'ailleurs, les sondages d'hier nous ont donné comme à 17 %. C'est sûr que ça peut varier, là, mais à 17 % on était comme les deuxièmes. Donc, ça veut dire que notre programme, qui est celui qui recouvre tout, finalement, qui est un programme de revenus garantis, va permettre de couvrir beaucoup de vos besoins en logement, en médicaments, en toutes sortes de choses. Évidemment, nous sommes pour l'assurance médicaments pour les autres Canadiens, mais ici, on l'a, de toute façon. Mais le revenu annuel garanti, ne pas oublier, c'est quand même très important. Pour ce qui est de l'argent, je pense que j'ai le temps d'en parler un petit peu. On est capable... Vous avez 10 secondes. Comment? 10 secondes. On est capable de récupérer 11 milliards en négociant les médicaments, 4,5 milliards Transpontine 1, 14 milliards Transpontine 2. Il y a plein de sous qu'on peut prendre pour mettre dans le système de la santé, le système de bonification du revenu garanti. Merci. Merci, M. Carrier. Alors maintenant, nous allons entendre la candidate du Bloc québécois, Claude de Bellefeuille. Alors, pour les coûts des médicaments, vous savez que le gouvernement fédéral en place aurait à retirer seulement les États-Unis comme pays de référence, comme M. Hébert l'a dit. Le gouvernement libéral ne l'a pas fait. Juste en retirant les États-Unis de cette liste, les médicaments baisseraient de manière importante. Ça, c'est déjà un geste qui pourrait être fait rapidement, sur lequel on va insister. D'autres petites mesures, je vous dirais, importantes, quand un conjoint vit un deuil, au Bloc québécois, ce qu'on voudrait, c'est que la pension de vieillesse puis le supplément de revenu garanti se poursuivent pendant les 3 mois. Le temps que la conjointe endeuillée ou le conjoint endeuillé puisse se réorganiser. C'est pas normal que ton conjoint meure puis que dramatiquement tes revenus soient arrêtés. Donc, au Bloc, on dit qu'il faudrait au moins 3 mois. Hein? Ça, c'est important. Merci. Alors, il y a une petite question bonus. Elle vient de Marie-Claude Barrette de Saint-Bruno. Alors, je me permets cette petite liberté. Je veux vous entendre. Vous avez 1 minute chacun. Pourquoi on voterait pour votre parti? Moi, j'ai envie de vous entendre là-dessus. Je vais commencer par Alexandre Boulris.
Merci beaucoup, Madame de Saint-Bruno. Ça fait plaisir. Au NPD, cette année, on met vraiment l'accent sur deux enjeux prioritaires. La crise climatique et l'urgence climatique. Je pense que moi, j'ai été très impressionné et très ému de voir le demi-million de personnes dans les rues de Montréal vendredi dernier. Je pense que ça envoie un message très clair sur l'ensemble de la classe politique. On peut faire tellement mieux, puis c'est pas en achetant un pipeline qu'on va aller dans la bonne direction. Donc, pour nous, c'est un des deux enjeux prioritaires. L'autre, c'est la réduction des inégalités sociales. Parce qu'on est une société où l'économie va bien, où il y a de la croissance, mais les inégalités sont toujours en train d'augmenter, que ce soit sous les conservateurs ou sous les libéraux. Nous, on est le seul parti qui veut imposer une taxe sur les super riches qui ont une fortune de plus de 20 millions de dollars. Alors, peut-être ça va vous impacter, vous autres, je ne le sais pas, mais ça nous permettrait de ramasser 5,6 milliards de dollars par année. Puis ensuite de ça, avoir des programmes sociaux, justement en santé ou alors pour les médicaments qui permettraient d'améliorer la vie des gens de manière concrète. Au NPD, on a une idée assez originale. On va aller chercher l'argent là où elle est. Merci beaucoup. 1 minute pile. Bravo. Alors, je vais demander maintenant à M. Robert Coutu pourquoi on voterait pour vous. C'est sûr que j'ai fait mon choix pour le Parti conservateur. C'est pas compliqué parce qu'ils veulent aller chercher l'équilibre budgétaire. On ne peut pas dépenser plus que ce qu'on n'a pas. En même temps, on a une excellente équipe. On a une excellente équipe de candidates. Depuis 2015, on a passé de 8 à 43 % de femmes. Et j'en suis très fier. Moi, l'Hôtel de Ville, 3/4 du monde, c'est des femmes. Je suis heureux. Je suis dorloté, c'est bien le fun. Mais on a une excellente équipe au Parti conservateur, de gestionnaires, sportifs, des gens de tous les milieux, puis une équipe extraordinaire, dynamique, qui a beaucoup évolué. On a un chef aussi, leader, authentique, qui est à l'écoute, puis ça, j'ai beaucoup apprécié. Puis il faut aller dans tout gouvernement a des décisions à prendre. Question d'équilibre. Oui, on était un parti qui était à l'époque attaqué un peu sur l'environnement, mais ça a beaucoup changé. On a sorti un plan, puis il y a beaucoup de points qui sont en accord avec plusieurs partis. On est prêt à aller de l'avant pour ça. Fait qu'au niveau économique, au niveau de l'environnement, puis social, évidemment, ce qui est une priorité, il faut penser à notre monde, nos jeunes, nos familles, nos aînés. Il y a un bel équilibre à aller chercher à faire là-dessus. Donc, tout cela étant dit, c'est mes principales raisons. Merci beaucoup. Alors, maintenant, on va demander à M. Régent Hébert pourquoi on voterait pour vous. Quand j'ai rencontré M. Trudeau à 2 reprises, il m'a dit, on a fait beaucoup pour les aînés dans le premier mandat, mais je veux donner une nouvelle impulsion. Et je veux que tu te joignes à notre équipe pour être capable de défendre les aînés, pour être capable de développer une stratégie canadienne sur les aînés, pour être capable de développer une façon d'améliorer les soins à domicile au Canada. Et j'ai répondu présent, parce que c'est l'objet de ma vie professionnelle. Et quand on est interpellé comme ça, je pense qu'il ne faut pas hésiter et il faut retourner en politique. Et je pense que vous devriez considérer ça. Vous avez un porte-parole, vous aurez un porte-parole à Ottawa, dans le gouvernement du Parti libéral. Et on ne veut surtout pas retourner aux années Harper, aux années du gouvernement qui a augmenté l'âge de la pension de vieillesse, qui a imposé des transferts avec un plafond et sans considération à l'âge. On ne veut pas retourner là. On veut continuer à progresser, on veut continuer à avoir une égalité et on veut continuer à avoir les aînés comme des citoyens à part entière dans ce pays. Merci beaucoup. Alors maintenant, c'est au tour de M. Pierre Carrier de nous dire pourquoi on voterait pour vous. Pour toutes les raisons du monde. Premièrement, c'est le seul parti qui propose une transition écologique pour notre prospérité et pour notre santé. Et deuxièmement, je vais être très bref, c'est le Parti de l'humanité contre la technocratie. Merci. Merci. Alors, Claude de Bellefeuille, c'est à vous de nous répondre pourquoi on voterait pour vous. Alors, écoutez, c'est ma 5e élection et pourquoi je reviens comme ça, déterminée et persévérante, c'est que je crois fermement que le Bloc québécois représente le mieux les intérêts des Québécois, est branché sur son monde, sans compromis. Depuis qu'on est peu nombreux à la Chambre des communes, vous remarquerez que le Québec n'est pas à l'agenda. Les besoins des aînés, des familles québécoises ne sont pas à l'agenda. Et nous, ce qu'on veut, c'est revenir fort. On a une belle opportunité actuellement. On est en remontée de sondage. On risque d'être 20-25. C'est chaud dans les comtés. Si on était 20, 25, obtenir la balance du pouvoir, vous imaginez quel pouvoir on aurait pour bien vous représenter et vous défendre, comme on l'a fait quand on a mené la lutte du supplément de revenu garanti. On a parcouru le Québec. On a été voir dans vos âges d'or, dans les AQDR, pour être capable de bien vous représenter et d'obtenir des gains.
Alors moi, c'est ce qu'on vous propose. C'est une équipe jeune, branchée sur l'environnement, branchée sur les besoins des Québécois, en symbiose avec les consensus à l'Assemblée nationale. Alors, quand on vote bloc, on vote pour du monde qui ne feront pas de compromis parce qu'ils doivent négocier des compromis avec les autres provinces. Merci. Et là, actuellement, je vous dirais que ça va très bien. Alors, une main d'applaudissement à tous les candidats qui se sont prêtés au jeu, qui sont venus vous rencontrer ce soir. Alors, je vous les représente. On avait ici Pierre Carrier, candidat du Parti vert du Canada, Claude de Bellefeuille, candidat du Bloc québécois, Alexandre Boulris, chef adjoint du Nouveau Parti démocratique, Robert Coutu, candidat du Parti conservateur, et Régent Hébert, candidat pour le Parti libéral du Canada. Merci beaucoup, 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 beaucoup. Alors, on est chanceux de les avoir avec nous. Et je vous invite aussi à consulter la brochure, vous l'avez eue à l'entrée, la brochure électorale du réseau FADOC. Pour toutes les questions, vous allez voir, les revendications sont très claires, très précises. Alors, merci aux organisateurs, merci à tout le monde d'avoir été là. Soyez prudents sur le retour, il pleut encore, je pense. Merci beaucoup, bye-bye.